Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Les ministres-gouverneurs nommés à la tête des 14 districts autonomes ont été reçus aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Kachi. Il leur a dévoilé sa vision. Les ministres-gouverneurs vont travailler, entre autres, à rapprocher le développement des populations, assurer un bon suivi des programmes et projets. La nation ivoirienne rend hommage à ses fils. La cérémonie en la mémoire des 5 militaires et gendarmes tués lors des attaques terroristes a eu lieu aujourd'hui. Ils étaient en mission commandée dans les départements de Téni et de Kong. Ils ont été décorés à titre posthume en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. La Côte d'Ivoire durcit le ton, met en place une stratégie efficace de lutte contre le terrorisme. Le gouvernement répond sur son dispositif de sécurisation des frontières, notamment les frontières du Nord avec le Mali et le Burkina Faso. On évoque le sujet dans le dossier politique. Qu'implique ce dispositif? Réponse tout à l'heure. La direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale est en conclave à Yamoussoukro. Il planche sur les mutations du personnel enseignant. La ministre Maria Tokone y participe. Elle souhaite mettre fin à toutes les pratiques qui créent un déséquilibre au niveau des postes de travail. Et soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par cette rencontre entre le Premier ministre Patrick Kachi et les ministres-gouverneurs nommés à la tête des 14 districts autonomes que compte désormais notre pays. Une prise de contact pour échanger et décliner la feuille de route. Les ministres-gouverneurs vont travailler à rapprocher le développement des populations, assurer un bon suivi, une bonne exécution des programmes et des projets. Et c'est tant mieux pour la politique de décentralisation qui se renforce dans notre pays, nous explique Alexis Ouedraogo. Les 14 nouveaux ministres gouverneurs de district étaient ce jeudi à la primature. Ils sont venus prendre langue avec le chef du gouvernement sur la mission à eux confiée. Le Premier ministre a décliné sa vision de la fonction de ministre-gouverneur en exprimant les préoccupations du chef de l'État quant au rôle que chacun de nous devrait pouvoir jouer pour la promotion de chacun de nos districts et surtout pour l'intégration de cette vision dans une Côte d'Ivoire en plein épanouissement. Nous avons tenu à exprimer notre détermination à œuvrer, à jouer le rôle de curseur entre les populations, les chefs de l'État, le gouvernement et le Premier ministre, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire progresse de façon remarquable. Le Premier ministre a exhorté les ministres-gouverneurs à l'excellence de la tâche. Les personnes comme vous, qui êtes des personnes de terrain, sont des sources immenses d'expérience et d'enrichissement sur le travail qu'on fait. Les attentes des populations vis-à-vis de vous vont être très grandes, comme de nous d'ailleurs. Donc il va falloir qu'on aille vite. C'est le 18 juin dernier que le chef de l'État a procédé à ces nominations. Elles font suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes. Un nouveau découpage territorial qui vise le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues. 10 membres du gouvernement ont été décorés aujourd'hui à la grande chancellerie. Ces 10 personnalités, à savoir 4 femmes et 6 hommes, ont été élevés au grade de commandeur dans les ordres spécifiques. Et c'est la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté que vous voyez sur ces images qui leur a décerné ses plus hautes distinctions. Il s'agit entre autres du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, la ministre Anne-Désirée Loto, Mariatou Kone, Amadou Koulibaly, Miss Belmondogo, Thomas Camara. La nation ivoirienne ne les oubliera jamais. La Côte d'Ivoire rend hommage à ses fils tombés au champ d'honneur. La cérémonie en la mémoire des 5 militaires et gendarmes tombés les armes à la main lors des attaques terroristes a eu lieu aujourd'hui. Ces soldats ivoiriens étaient en mission commandée dans les départements de Téni et de Kong. Ils ont été décorés à titre posthume. Le témoignage est signé à Boussanogo. Ils accomplissaient leur devoir de sauvegarde de la patrie. Ceux à qui les armées et la nation rendent hommage sont au nombre de 5. Parmi eux, un militaire du rang mort en mission commandée et 4 sous-officiers gendarmes et militaires morts au combat les 7, 8 et 12 juin dernier à Toubo, Zépo et Kong. Ces soldats tombés les armes à la main en zone opérationnelle nord ont été honorés en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara
et de quelques membres du gouvernement. Ils ont été décorés à titre posthume, respectivement de la médaille des forces armées et dans l'ordre national. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de vos grades. Appel aux morts et la sonnerie aux morts. Kwadjo Akpolé, Kone Segeni, Traoré Flagolo, Kwadjo Venance et Kwadjo Kan Sébastien. Votre sang versé a contribué à garder sauf l'honneur des forces armées, de la gendarmerie nationale et de la nation tout entière. Vous êtes morts au combat en ayant fait le choix du bon combat. Quant à nous encore présents sous le drapeau, le combat se poursuit. Montrons-nous dignes du sacrifice de nos défunts. Menons la bataille jusqu'au bout pour garantir la liberté et la paix à nos compatriotes, pour que triomphe notre modèle social fait de tolérance et de respect pour la vie humaine. Le drapeau sera remis aux familles des défunts par le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birema Ouattara, expression de la reconnaissance de la nation. Puis, alors que la chanson d'adieu retentit, les porteurs, leurs frères d'armes, au son du roulement des tambours, se saisissent des cercueils et marchent vers les corpia dans une ambiance chargée d'émotion. Et la Côte d'Ivoire ne plie pas les chines. Le pays dit non aux attaques terroristes. Eh bien, pour les stopper, le gouvernement ivoirien repense son dispositif de sécurisation des frontières, notamment les frontières du Nord avec le Mali et le Burkina Faso. Cette stratégie est contre le terrorisme dans notre pays, va de la formation des corps d'élite au renseignement, en passant par la mise en place d'un pôle d'expertise et de compétences régionales. Cette stratégie qui vise la stabilité de la nation est décryptée pour vous dans le dossier politique. Signé Gabriel Zani. 13 mars 2016, une fusillade éclate à Grand-Bassam, à 30 km d'Abidjan. Le bilan est lourd, 19 morts. Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique la tuerie le même jour. La Côte d'Ivoire venait de connaître sa première attaque terroriste. 4 ans s'écoulent avant que des détonations des armes sèment de nouveau la terreur à Kafolo, nord-est à la frontière ivoiro-burkinabé. Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, 14 soldats ivoiriens tombent sous les balles. Si les terroristes menacent le nord ivoirien, les autorités, elles, repensent la défense de l'intégrité du territoire. Au terme d'un conseil des ministres extraordinaire tenu le 13 juillet 2020, est créée une zone opérationnelle nord entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Depuis le mois de juillet 2020, le gouvernement a en conseil des ministres décidé de la création d'une zone opérationnelle nord basée à Korogo, qui se fragmente, se scinde en 2 zones, zone opérationnelle nord-est et zone opérationnelle nord-ouest. Il s'agit, par la restructuration de la carte militaire et sécuritaire de la Côte d'Ivoire, de se rapprocher au milieu de la conflictualité afin de la combattre efficacement. Cette zone opérationnelle nord n'est pas en surveillance des frontières. Elle a une posture défensive avec une forte capacité de repousser les assaillants. L'idée est d'empêcher toute infiltration des groupes armés sur le territoire national. Cependant, les 2 premières attaques ne restent plus longtemps isolées. Le 29 mars 2021, Kafolo et Kolobodougou, à 60 km au nord-ouest de Téini, faisant frontière avec le Burkina Faso, subissent des attaques simultanées. La fréquence des assauts contre les positions des forces armées ivoiriennes interroge. À l'inquiétude de certains se mêlent des expressions de combativité des autres. L'État doit prendre des dispositions sévères pour réduire cette insécurité, parce qu'on ne peut pas dire dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comme donc le nôtre, que l'insécurité va vraiment finir. Selon des avis, la mise à contribution des populations pourrait résoudre grandement la question des infiltrations, sans oublier l'équipement et la formation des FACI, les forces armées de Côte d'Ivoire. Ça nous interpelle déjà à prendre des mesures de sécurité et à commencer par l'implication de la population. Il faudrait que
l'État travaille avec la population pour donner des informations sur une quelconque infiltration. Je crois que l'État doit renforcer la sécurité, d'abord au niveau des frontières. On doit être strict à ce niveau-là. Quand tu aimes ton pays, tu ne veux pas que de mauvaises choses arrivent. Donc il faut prendre des hommes d'abord qui aiment leur pays et puis bien formés. Pour la formation des hommes en armes, depuis 2017, l'AILCT, cette Académie internationale de lutte contre le terrorisme, a déjà reçu près de 500 stagiaires ouest-africains. À l'inauguration du centre, le jeudi 10 juin 2021, l'État ivoirien a réaffirmé son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Face à l'urgence et à l'importance de sa mission, l'AILCT n'a pas attendu pour commencer ses activités de formation et de réflexion sur ces 3 piliers, puisque près de 500 acteurs de la lutte antiterroriste provenant d'une quinzaine de pays africains ont déjà été formés. L'AILCT doit devenir un pôle d'expertise et de compétences régionales de la lutte contre le terrorisme au bénéfice de la stabilité de nos États et de la sécurité de nos populations. Officialisé en novembre 2017 par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, l'AILCT crée par la formation une culture de lutte contre le terrorisme. Nous savons que notre responsabilité est de combattre ensemble cet ennemi commun dont les exactions au Sahel nous concernent directement. Car sur la carte des menaces, le Sahel est la frontière sud de l'Europe et la frontière nord des États du Golfe de Guinée. Comment les empêcher d'importer ici leur stratégie du chaos pour affaiblir les États et soumettre les populations en s'imposant par la violence et l'instrumentalisation des aspirations encore insatisfaites? Nous devons apporter une double réponse. En unissant nos forces, avec l'appui de la France, des Européens, de la communauté internationale, les États de la région doivent intensifier leur coopération militaire, leur coopération sécuritaire et leur coopération judiciaire. Et en agissant avec la même énergie, avec la même exigence sur l'ensemble du spectre du contre-terrorisme. Dans le dispositif sécuritaire contre le terrorisme figurent les forces spéciales, une unité d'élite de l'armée ivoirienne. Le combat contre le terrorisme est réel. Si donc le Nord constitue un enjeu important de sécurité de l'État ivoirien, l'AILCT, selon le Premier ministre Patrick Achi, sera l'avant-garde de la riposte d'une Afrique de l'Ouest libre et consciente, spécialement entraînée et irrémédiablement déterminée à lutter contre les djihadistes, et bien plus maintenant que le retrait de l'opération Barkhane a été annoncé. Voilà, le gouvernement est donc déterminé à défendre l'intégrité du territoire ivoirien. C'était le dossier politique réalisé pour vous par Gabriel Zani et Abou Sanogo. Les massacres perpétrés par les djihadistes dans la région du Sahel burkinabé se succèdent avec le lot de pertes en vies humaines. À Ouagadougou, l'inquiétude est grande. Les populations réclament plus de sécurité pour vaquer à leurs occupations. Nos reporters Jean-Luc Bangbo et Zakaria Traoré reviennent justement de la capitale burkinabé. Ils ont pu mesurer, vous allez le voir, l'impact de la crise sécuritaire, particulièrement sur ceux exerçant dans le secteur informel, comme c'est le cas pour bon nombre d'Ivoiriens résidant dans ce pays. Ouagadougou, 3 jours après le massacre de Solane, dans la région du Sahel burkinabé, qui a coûté la vie à une centaine de personnes, la capitale vit, comme l'ensemble du pays, son moment de deuil. Dans les rues, comme dans les grains, les populations sont partagées entre la colère et la peur. J'ai peur, parce que si ça s'est passé à 300 km, c'est pas évident que ça ne se produise pas ici. On ne souhaite pas. On ne souhaite pas. Depuis 2 ans, il y a certaines villes qui sont sous couvre-feu. Or que nous savons que la nuit, il y a des activités qui se mènent pour le développement de l'économie. C'est-à-dire que l'économie réellement en prend un coup, même l'éducation en prend un coup. Nous avons beaucoup d'écoles fermées, des centres de santé fermés, des fonctionnaires qui n'arrivent plus à exercer correctement dans les différentes localités. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est réellement en sécurité.
nonobstant les efforts que l'armée fait, nonobstant les efforts que le gouvernement fait. Puis massacre de civils depuis l'avènement du terrorisme au Burkina Faso, l'attaque perpétrée contre les populations de la localité de Solane a le don d'irriter certains Ouagalais. On ne peut pas passer tout notre temps à verser des larmes. Il faut courageusement aborder la situation. Il faut courageusement défendre les populations. Éric Djimébi Goli, lui, est un ressortissant ivoirien. Installé à Ouagadougou depuis 2016, il y a exporté le garba ivoirien dans le quartier de la Patte d'Oie. La crise djihadiste qui sévit depuis plusieurs mois au Burkina l'inquiète. Nous ne souhaiterons même pas que ça continue. Bon, par la grâce de Dieu, nous sommes épargnés pour le moment. Mais nous prions le bon Dieu qu'il instaure la paix au Burkina. Que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire, un vœu que Éric partage avec l'ensemble de ses clients. Oui, vivre, bien manger, tout. Alors, donc, prier le bon Dieu seulement de nous aider. Mettre le bon et sécuriser le pays, tout. La restauration est l'un des principaux secteurs d'activité où exercent les Ivoiriens à Ouaga. Un secteur qui subit les contre-coups des attaques djihadistes, bien que localisé en zone sahélienne. Dans le départ, bien avant que la guerre même commence, on arrive à évacuer assez. Mais bon, avec la guerre là, ce qu'on arrive à évacuer, ce n'est plus assez. Mais bon, on fait avec. En plus de renforcer le dispositif sécuritaire dans la capitale, les autorités burkinabées mènent régulièrement des ratissages dans cette partie du territoire où la spirale de violence djihadiste a fait depuis 2015 plus d'1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés. Que la paix s'instaure sur notre continent. C'était le reportage de Jean-Luc Bambo et Zakaria Traoré, un reportage signé Inquiétude, crainte et espoir chez les Ouagalais. Et le garde des Sceaux ici en Côte d'Ivoire, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme était ce jeudi face aux députés membres de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale. Sansan Kambilé a exposé sur la modification du projet de loi fixant les peines des infractions commises sur les routes. Et à l'unanimité, le projet de loi a été adopté. Désormais, tout conducteur de véhicule, auteur d'homicide ou blessure involontaire verra son permis de conduire annulé par les juridictions, nous rapporte Konaté Moussa. Désormais, le titulaire de permis de conduire condamné pour homicide ou blessure involontaire lors d'un accident de véhicule peut voir son permis de conduire annulé. La modification du projet de loi fixant les peines des infractions en matière de police de la circulation vient d'être adoptée à l'unanimité par les députés membres de la Commission Sécurité et Défense. Le projet de loi modificatif de l'article 8 de la loi 63-527 du 26 décembre 1963. Malheureusement, le législateur à l'époque, qui avait imposé aux juges l'obligation d'annuler le permis de conduire des auteurs d'homicides involontaires et de blessures involontaires lors d'accidents de circulation, avait prévu que cette annulation ne pouvait se faire qu'à la suite de l'appréciation de l'aptitude physique ou des connaissances de l'auteur de l'accident en matière de conduite de la route. Et cela rendait difficile l'application de cette disposition qui est nécessaire de nos jours pour réprimer très sévèrement les auteurs de ce genre d'accident. Et donc les députés nous ont suivis dorénavant. Cela va relever de l'appréciation souveraine du juge de dire si effectivement le permis de conduire doit ou non être retiré en ce qui concerne les accidents causés par des chauffeurs indélicats. Ce projet de loi de décembre 1963 modifié vient ainsi renforcer les actions de lutte contre l'incivisme routier. 30 députés sur 41 membres de la Commission Sécurité et Défense étaient présents à cette séance. Une délégation de députés du Parlement et de la CEDEAO séjourne en Côte d'Ivoire. La délégation a eu une séance de travail avec les responsables de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Au menu, la question de la bonne marche du Parlement et de la CEDEAO. La délégation a aussi exprimé le soutien de l'institution parlementaire ouest-africaine à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire suite au décès du député de Méagui Salé Pouli, et c'était en mai dernier.
Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, était aujourd'hui sur le chantier de 2 ouvrages qui devraient contribuer à l'amélioration de la fluidité routière dans la ville d'Abidjan. Il s'agit du dédoublement de la route de Dabou à la sortie ouest d'Abidjan et la voie de contournement de la capitale économique, longue de 26 km. Le ministre s'est dit satisfait de l'avancée de ces chantiers dont la livraison est prévue pour mars 2022. Jean-Luc Bambo. Carrefour de la Fourrière municipale à Yopougon, rond-point de Jesco, puis carrefour Kassamblé, route de Dabou. 3 points clés du dédoublement de la route de Dabou à la sortie ouest d'Abidjan. Un chantier de 19 km à travers les communes de Yopougon et Songon, visité par le ministre Amédée Kofi Kouakou. Un ouvrage qui viendra à terme résoudre les problèmes d'embouteillage entre Abidjan et Dabou. La zone de Songon est une zone où il y a beaucoup de promotions immobilières qui sont en train d'être construites. Ce qui fait qu'on a une congestion importante sur cette route qui mène à Dabou. Vous voyez, le matin, on a de gros embouteillages. Vous savez, l'ambition donc du président, le président Alassane Ouattara, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Et évidemment, l'infrastructure routière constitue un des pans importants donc, sur ce projet. Ce projet, dont le coût global est estimé à 66 milliards de francs CFA, devrait être livré en mars 2022. Un autre ouvrage emblématique dans le processus de fluidité routière et qui a reçu la visite du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, la voie de contournement de la ville d'Abidjan, dénommée Y4. La Y4, c'est une voie donc, qui va permettre de contourner Abidjan. Alors, donc, quand vous êtes ici au carrefour à Kouedo, tout de suite, vous prenez cette voie. Au bout d'environ 14 km, vous vous retrouvez au carrefour d'Alépé, au lieu d'aller faire tout le grand tour. Des enjeux importants qui amènent le ministre à mettre la pression sur les entreprises en charge des travaux. L'objectif donc de cette visite, c'est donc de permettre ou bien de demander à ces entreprises-là et aux missions de contrôle d'activer pour que les travaux puissent être livrés dans le temps. Ces travaux sont prévus pour être livrés en juillet 2022. La voie de contournement de la ville d'Abidjan est longue de 26 km, coûtera 87 milliards de francs CFA, financée par la Banque africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Nous partons maintenant pour Yamoussoukro. La direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale est en conclave. Les responsables planchent sur les mutations des personnels enseignants et d'encadrement. La ministre Mariatou Koné y participe. Elle souhaite mettre fin à toutes les pratiques qui créent un déséquilibre au niveau des postes de travail. Kader Sogodogo. Exea 2021, c'est l'heure des assises de la Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, qui a été choisi par la direction des ressources humaines de ce ministère pour réunir les spécialistes de la question. L'activité enregistre la présence de la patronne de l'école en Côte d'Ivoire, Mariatou Koné. Le directeur des ressources humaines dresse un état des lieux. La direction des ressources humaines a trouvé depuis quelques années une première solution dans la numérisation à travers la mutation assistée par ordinateur, appelée la mutation automatique avec le logiciel GESMUT. Depuis l'année dernière, avec le Codipos, la DRH est passée à un deuxième stade de la numérisation de tout le processus conduisant aux Exea. Enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, chefs d'établissement et leurs adjoints, éducateurs ou tout autre personnel administratif, Mariatou Koné veut une répartition juste qui prend en compte les besoins réels dans l'espace scolaire. Les enfants de Côte d'Ivoire ont besoin de vous sur l'ensemble du territoire national. Aidez-nous à réduire les disparités dans la répartition du personnel entre les différentes zones géographiques de notre pays. Vous savez, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, l'école équitable, c'est aussi permettre à tous les enfants de Côte d'Ivoire, quel que soit leur lieu de résidence, d'avoir des enseignants pour leur dispenser le savoir. Nous devons apprendre à servir partout pour offrir les mêmes chances de réussite aux élèves. À ce jour, le personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est de 131 008 agents. C'est clair, les assises de Yamoussoukro permettront de savoir qui est où, qui fait quoi, qui doit aller où.
Il y va d'un équilibre profitable à l'école ivoirienne. Et toutes ces réponses seront connues à la fin de cette session qui se déroule à Yamoussoukro. La situation des droits de la veuve préoccupe aussi le gouvernement ivoirien et bien d'autres pays. Célébrée hier 23 juin à l'instar des veuves du monde entier, celle de Yopougon ont saisi l'occasion pour mener des réflexions sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles ont fait également des plaidoyers pour des droits plus reconnus. Serge Golia. Madeleine Yao est veuve, mère de 7 enfants. Elle vit dans la commune de Yopougon. Depuis le décès de son mari en 2011, elle supporte difficilement les charges familiales. La situation vraiment est difficile. Des fois même, je prépare du riz avec du piment et puis on mange. Et je suis seule avec mes enfants. Les parents m'ont abandonné. Petit Toit Rouge, dans la commune de Yopougon, Jeanne-Louise, mère de 10 enfants, a perdu son époux en 1989. Sa situation est beaucoup plus reluisante. Grâce à de petites activités commerciales, elle est parvenue à subvenir aux besoins de ses enfants. Je vends l'eau, les jus, les gâteaux, je ne peux pas les abandonner. Dieu me disait 10, mais Dieu me donnait quand même les moyens avec les choses que je vendais pour m'occuper d'eux. C'est eux qui payent ma maison. Nadège et Marie-Laure, ces 2 filles, témoignent des efforts consentis et de la générosité de leur mère. Aujourd'hui, ces enfants constituent un soutien pour elles. Certains parmi eux vivent en Europe. Une dame qui est vraiment battante, elle aime beaucoup ses enfants, donc du coup, elle a réussi à nous aider. Aujourd'hui, on a grandi, on travaille, c'est une grâce. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la situation des veuves reste encore précaire. Les droits de ces femmes ne sont pas suffisamment reconnus. La loi de 1964 ne prenait pas en compte les veuves, c'est-à-dire elles ne peuvent pas hériter de leur défunt mari. Mais maintenant, la loi de juin 2019 a quand même aidé un peu les femmes à ce niveau-là. C'est-à-dire que maintenant, la veuve peut hériter du quart des biens de son mari. Célébrée officiellement le 23 juin, la Journée internationale de la veuve est une tradition à l'ONG Minoj. La présidente Béni Marthe Dion et les veuves mènent des réflexions pour mieux défendre leurs droits. Elles font également le plaidoyer pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous voudrons que le gouvernement vienne à notre secours. Nous avons besoin de vivre et de non-vivre pour entretenir nos familles. Des doléances soutenues par des organisations et de bonne volonté qui mènent des actions sociales en faveur de ces femmes. Nous aidons ces veuves-là, nous les insérons dans la société. Il y a des mamans qui sont dans les marchés, il y a des mamans qui font des champs, il y a des mamans aussi qui se débrouillent, il y en a qui travaillent. Et nous mettons aussi leurs enfants à l'école. À la maison charismatique de la Deuxième Gloire, plusieurs personnalités œuvrant dans le social ont été distinguées à l'occasion de la Journée internationale de la veuve. Les femmes ont aussi reçu des cadeaux composés de vivres et non-vivres. Voilà, solidaires des veuves, on reste mobilisés au plan sanitaire contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Attention, le coronavirus continue de circuler. Ce jeudi 23 juin, on dénombre en Côte d'Ivoire 35 cas positifs sur 2561 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 138 nouvelles guérisons et 2 décès enregistrés malheureusement ce jour, 311 cas actifs, 738 763 personnes se sont faites vacciner. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Et la lutte contre le coronavirus s'intensifie aussi du côté de la Russie face justement à l'augmentation des infections graves au Covid-19 à Moscou. Les autorités ont adopté plusieurs mesures qui s'apparentent à une forme de vaccination obligatoire. Par exemple, pour aller au restaurant à Moscou ou se faire soigner à l'hôpital, il faudra bientôt exhiber un code attestant de sa vaccination contre le coronavirus. Les nombreux employés des secteurs bancaires, de la restauration, des transports et du service public devront également
se faire injecter le vaccin sous peine de grosses amendes pour les employeurs. Des rues propres et bien entretenues, tels sont les vœux du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Bouaké Fofana était ce matin sur le terrain. Il a visité plusieurs sites de collecte et de groupage de déchets. Explication détaillée avec Raskando. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité en visite de terrain dans le district d'Abidjan. Bouaké Fofana est allé se faire une idée du circuit de ramassage des déchets. Des postes de collecte et des centres de groupage passés au peigne fin. La première difficulté que je vois, c'est celle qui est liée à nos habitudes. Quand on jette des déchets en vrac, ça prend déjà beaucoup plus de temps pour les ramasser. Aujourd'hui, on ne fait pas de tri au départ. Donc ça fait que même quand on met les déchets dans des poubelles, il y a des gens qui viennent faire un autre tri. En faisant ce tri-là, ils dispersent ce qu'il y a déjà dans les bacs. On doit mettre l'accent sur la sensibilisation de nos compatriotes. C'est un travail très important de renforcer la sensibilisation. On fait ça tous les jours. On a une équipe tous les jours sur le terrain qui fait ce travail. Mais c'est un travail qui a besoin de faire constamment. Des engagements pour un environnement propre, le ministre Bouaké Fofana réitère la détermination du gouvernement à accompagner les opérateurs de la filière déchets. Il y avait des difficultés qui m'ont été soulignées par l'ANAGED. Nous avions pris quelques mois de retard dans le paiement des opérateurs, mais l'État a fait des efforts. À l'heure où je parle, maintenant, toutes les factures échues de ce secteur-là ont été réglées par l'État. Naturellement, nous attendons donc de nos partenaires qu'ils prennent bonne note de cela et que cela se ressente également dans le service qui est rendu dans la collecte des déchets. Pour une meilleure politique de suivi du secteur des déchets, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité compte multiplier les rencontres avec les opérateurs. La collecte des déchets, c'était la visite du ministre Bouaké Fofana sur le terrain ce jeudi 24 juin. Des responsables administratifs du ministère de la Recherche scientifique, de l'agriculture, universitaires, chercheurs sont en conclave. Ils veulent organiser la lutte contre les virus du manioc, un tubercule très prisé partout en Afrique. Et ici, en Côte d'Ivoire, sa consommation vient en 3e position après l'igname et le riz, nous rapporte dans les détails Noël Niagno. Le manioc, baptisé la culture du 21e siècle du fait de sa résilience aux effets du changement climatique, est menacé par un virus. Et il faut préparer la riposte de façon concertée entre toutes les parties prenantes. C'est-à-dire les vulgarisateurs, l'ANADER, le CNRA, le Centre de recherche, le Centre suisse. L'ancrage de ce plan de riposte est au niveau du ministère de l'Agriculture, plus précisément du département de la protection des végétaux. Mais vous avez les multiplicateurs de semences. Nous avons les agriculteurs eux-mêmes. Cette implication répond à un objectif précis. Les objectifs identifiés, la riposte doit s'organiser dans l'espace et le temps. Dans le temps, nous allons d'abord commencer à faire une simulation. Si jamais un producteur découvre cette maladie qui est en train de venir de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, il faut qu'on puisse répéter ça et Wave a des financements pour pouvoir permettre de faire cette simulation. Dans l'espace, il va falloir que ce se passe sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Et nous savons que le ministère de l'Agriculture est très bien organisé en Côte d'Ivoire avec des directions régionales sur toute l'étendue du pays. Le manioc, deuxième culture vivrière en Côte d'Ivoire, la production ivoirienne est passée de 3 millions de tonnes en 2011 à 4 millions en 2017. Et l'un de ces sous-produits, l'atiéké, est une denrée très prisée par les Ivoiriens. Voilà, fin de ce 20 supervisé par Hervé Blé, réalisé par Mariette Alangba. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. Prenez soin de vous, demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly.